l'assurance est sans aucun doute un pilier fondamental de notre système économique et social moderne. Fondamentalement, le rôle de l'assurance est de protéger, d'une part, les patrimoines par l'indemnisation de biens, d'autre part, les personnes par le versement de prestations en cas de maladie, d'accident ou de décès. Cependant, l'assurance joue un rôle plus large sur l'économie, focus sur le rôle de l'assurance dans notre économie moderne. Nous allons segmenter ce thème en deux parties. Dans un premier temps, nous allons parler du rôle direct de l'assurance et du rôle indirect de l'assurance. Et enfin, nous allons parler du financement de l'assurance des États. Alors, le rôle direct de l'assurance qui consiste à sécuriser les infrastructures, l'investisseur et tout opérateur économique quant à la pérennité de son patrimoine et la pérennité de l'entreprise. Monsieur Fabrice Abouta, DGNC Assurance, comment est-ce que l'assurance contribue au bien-être de nos sociétés? Merci Yolande. Bonsoir à tous et bonsoir chers panélistes. Merci à M. Ouanou et à toute son équipe pour l'opportunité qu'il nous donne à nous, les acteurs du secteur des assurances, d'intervenir au cours de ce BIF pour mieux faire connaître notre secteur. Je pense que la présentatrice disait tout à l'heure que c'était un défi pour beaucoup de personnes, et notamment les entreprises, de se confronter au secteur des assurances. Alors, comment l'assurance contribue au bien-être des populations? Je dirais déjà que l'assurance existe parce que les êtres humains ont des besoins. L'assurance existe parce que les êtres humains sont confrontés au coup du sort. Et l'assurance a vocation à rassurer l'homme et les sociétés face au coup du sort et aux différents événements qui pourraient survenir et perturber, on va dire, le cours normal des uns et des autres. L'assurance a, on va dire, on pourrait le résumer en deux rôles principaux. Mais avant d'évoquer les deux rôles principaux, je voudrais dire rapidement, rappeler c'est quoi l'assurance. Je vais éviter les termes trop techniques, puisque généralement, lorsque vous êtes confronté au secteur des assurances, difficulté de nous comprendre. Et donc, je dirais tout simplement que l'assurance, c'est une promesse. C'est une promesse de solidarité. Des individus confrontés au coup du sort se mettent ensemble et, on va dire, réunissent leurs forces pour faire face à ce coup du sort-là. De façon, on va dire, plus organisée, on dira que l'assureur, donc la compagnie d'assurance qui est au centre de tout ce processus-là, par différentes techniques, organise cette solidarité-là. Et donc, l'assurance vous permet d'affronter, je le disais tantôt, les événements de la vie. Et bien entendu, cela a un coût qu'on appelle prime ou cotisation que vous payez, mais c'est un coût modique, vous le remarquerez, par rapport aux prestations que l'assurance est en mesure de vous donner. Lorsque vous êtes amené à payer une prime automobile d'à peine 50 000 ou 60 000, disons même 100 000 francs, pour ce qui est de ce que vous connaissez tous, l'assurance responsabilité civile automobile obligatoire, les dégâts que vous êtes amené éventuellement à causer à autrui peuvent aller dans des sommes très importantes. Donc, l'assurance, c'est un peu cela. Et il y a différents types d'assurance. Il y en a deux grandes branches. Il y a tout ce qu'on appelle assurance de dommages et on a tout ce qu'on appelle assurance des personnes. Assurance de dommages, c'est par exemple l'assurance des voitures. C'est l'assurance de ce bel hôtel en multirisque professionnel. C'est l'assurance des différents chantiers. On en a beaucoup actuellement en République du Bénin, ainsi de suite. Et puis les assurances de personnes,
c'est évidemment tout ce qui touche à la personne, les assurances maladie, les assurances retraite, indemnités de fin de carrière, ainsi de suite. Alors, comment de manière concrète l'assurance contribue au bien-être de nos sociétés? Je pense que dans les éléments que j'ai pu donner tout à l'heure, vous avez dû déceler, on va dire, certains aspects déjà. Déjà, le rôle social de l'assurance. Lorsque vous assurez une voiture et que vous causez un dommage à autrui et que l'assureur se substitue à vous pour pouvoir indemniser les victimes, il verse des prestations. Il permet à la personne qui est victime de cet accident de continuer à espérer à la vie en lui versant des indemnités. Et si éventuellement cette personne décédait du fait de cet accident, à ses ayants droit de continuer à croire à la vie. Le rôle social, je ne vais pas monopoliser la parole, il y a plusieurs panélistes. Je donne cet exemple pour souligner le rôle social. Je m'en voudrais peut-être de ne pas donner un second, mais je le laisse. Je passerai au rôle économique. Les assureurs, dans le cadre de leur métier, je disais tout à l'heure, collectent des primes qu'on appelle cotisations. Donc une somme, je dirais modique, par rapport à l'engagement que l'assureur prend de vous soutenir face à l'événement que vous craignez, face à la survenance de l'événement que vous craignez. Et donc, l'ensemble de ces sommes-là, il faut bien en faire quelque chose. L'assurance, le secteur de l'assurance a la particularité d'être un des secteurs économiques les plus réglementés, avec la banque, les métiers ce qu'on appelait avant les microfinances, donc tout ce qui est société de financement, voilà, décentralisé, des SFD. Et donc, l'assureur mobilise ces sommes-là et les investit et donc participe, on va dire, d'une certaine façon au financement de l'économie nationale. Donc voilà un peu ce que je peux dire, Yolande, quant au rôle que l'assurance peut jouer dans le bien-être de nos sociétés. Merci beaucoup, DG NSIA. Ça me permet vraiment de rebondir sur le rôle indirect de l'assurance qui consiste à mobiliser de l'épargne, de l'injecter dans l'économie. Et donc, nous faisons référence généralement aux assurances vie. DG Sanlam, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce que les assureurs vie font dans le financement des entreprises? Merci beaucoup. Je voudrais aussi remercier le président de la Fondation Wanou pour nous avoir permis d'être là et de dire ce que nous faisons au quotidien à la population. Je dirais que l'assureur intervient beaucoup dans la mobilisation de l'épargne, surtout l'assureur vie qui collecte l'épargne longue à travers les produits qu'il met sur le marché, les produits décès, les produits retraite, et en collectant cette épargne, l'injecte dans l'économie nationale en achetant, en souscrivant à beaucoup d'actifs tels que les obligations, les actions, en plaçant des DAT auprès des banques, etc., etc. Et cette épargne qui est collectée et qui est injectée ainsi dans l'économie permet de faire tourner l'économie et donc de financer les projets du pays sur le plan privé et sur le plan public. Voilà ce que je peux dire en ce qui concerne d'abord la mobilisation. Et cette mobilisation, il faut le rappeler, elle est surtout corrélée au taux de pénétration de l'assurance dans le pays. C'est pour ça que la mobilisation n'est pas la même d'un pays à un autre. Voilà. Merci DG. Juste avant de donner la parole au DG Atiaka, j'aimerais quand même rebondir sur un fait. On en parle depuis ce matin en ce qui concerne le financement des jeunes entreprises, les garanties qu'il faut donner auprès des banques. Et quand la question est toujours pour le DG Sanlam, quand on sait que l'assurance vie amène à la mobilisation de l'épargne, mais l'épargnant, c'est le contractant d'un futur prêt dans une banque. Est-ce que avoir un contrat d'assurance vie peut constituer dans nos environnements une sorte de fonds de garantie pour les entrepreneurs en vue
de bénéficier de certains prêts dans les banques quand ils n'ont pas de garantie immobilière, par exemple? Je crois que le panel des banquiers qui était passé, ils ont surtout discuté de cette question-là. Dans les banques, lorsque vous levez les fonds, vous avez une double garantie à proposer. D'abord, une garantie sur votre porte-tête en cas de décès, parce que lorsque vous décédez, il faudrait que quelqu'un se substitue à vous pour payer l'encours du prêt. Ça, c'est la première garantie. Mais lorsque vous utilisez aussi ce prêt pour acquérir, disons, un outil de travail, un instrument de travail, il faut aussi garantir cet outil, cet instrument par les assurances. Parce que vous pouvez être vivant et ne pas être en mesure de rembourser le prêt lorsque vous perdez l'outil. C'est tout simple. Lorsque, par exemple, un gynécologue passe de l'argent dans une banque pour acheter un échographe, lorsqu'il perd, suite à une surtension électrique, cet échographe, il ne pourra plus faire de l'échographie, donc rembourser le prêt contracté. Et donc, c'est tout simple. Il faut avoir une assurance décès sur sa tête et une assurance aussi pour protéger le bien qu'on a acquis avec le prêt. Voilà ce que je peux dire. Merci. DG Touré Moussa, directeur général de Atiaka. L'agence est reconnue particulièrement pour son implication dans le financement des assurances de l'État. Est-ce que vous intervenez également dans le secteur privé? Merci madame. Merci de m'avoir parmi vous aujourd'hui. Je remercie les organisateurs de cet événement. Je voulais profiter aussi de ce plateau pour, remercier le gouvernement du Bénin qui a accepté d'abriter nos bureaux, car notre siège pour l'Afrique de l'Ouest se trouve au Bénin, à Cotonou, et l'État du Bénin a mis tous les moyens à notre disposition pour faciliter notre installation et le déploiement de nos activités ici en Afrique de l'Ouest. Parce qu'il faut que je mentionne rapidement que Etiaka est basé au Kenya, à Nairobi. Et nous sommes, la plupart, disons, les activités qui ont commencé en 2001, se sont essentiellement basées sur l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud, essentiellement. Ça prend un certain temps, après avoir eu assez de succès, il a été décidé de tendre le succès que l'assurance, notre assurance, nos produits ont rencontré dans cette partie de l'Afrique, du côté de l'Afrique de l'Ouest. C'est ce qui explique un peu notre présence ici à Cotonou comme notre siège régional. Mais nous avons certains bureaux à Abidjan et très bientôt dans certains pays. Donc essentiellement, nous cherchons à accroître notre membership, les membres de les adhésions à notre institution pour que nos pays, disons nos pays de l'Afrique de l'Ouest bénéficient de nos produits qui ont un certain nombre d'avantages, surtout le secteur privé, disons le secteur public. Donc vous avez mentionné, c'est vrai que nous travaillons beaucoup avec les États, mais il y a une raison à cela, parce que les États sont membres et je souhaite, encore une fois, je voulais féliciter le gouvernement du Bénin, qui est un de nos meilleurs importants actionnaires, et ils respectent et ils sont à jour et ils ont vraiment le rapport au niveau de ETI est important. En ce qui concerne ETI par rapport à ces opérations, comme vous l'avez mentionné, j'ai écouté les collègues du panel. Bon, j'étais tenté de dire qu'on est un peu différent. Je me mets dans la même lignée que l'exposé qu'a fait le DG de FAGA ce matin. Je crois que nous sommes dans la même lignée d'action. Mais j'ajouterai, pour me différencier un peu de l'exposé du DG de FAGAS, c'est que nous mettons à la disposition de nos clients ce qu'on appelle l'assurance commerciale et les assurances de développement. Donc il y a une petite nuance. Quand nous allons vers l'État, on parle de développement.
Mais quand nous avons aussi des produits commerciaux qui sont similaires à la plupart des assurances comme Prudential International que vous connaissez, qui est similaire. Donc, en ce qui concerne le secteur privé, nous travaillons beaucoup avec le secteur privé. Même ici, au Bénin, nous travaillons dans le secteur du coton. Ça va super bien. Et nous travaillons aussi dans le secteur des travaux publics, des infrastructures, avec des fournisseurs d'équipements. Bon, c'est ce que je peux dire par rapport au Bénin, mais nous avons aussi d'autres actions à travers le reste de l'Afrique. Donc, en ce qui concerne, si je peux parler un peu du gouvernement, de ce que nous faisons avec le gouvernement, car nos activités au Bénin ici avec le gouvernement se chiffrent autour de près de 300 milliards de dollars, 300 millions de dollars pour les infrastructures que vous voyez, les grands travaux que vous voyez partout dans le pays. Nous sommes impliqués dedans d'une certaine manière. Et puis on va gérer ça. Maintenant, je ne sais pas si vous voulez que je développe un peu les infrastructures, parce que vous avez parlé un peu de ça. Oui, ce qui m'intéresserait, il est là. Vous avez parlé d'accroître les adhésions à votre institution, mais nous comprenons aussi que c'est quand même très ciblé. Et quand il s'agit du secteur privé, quels sont les critères en termes de chiffre d'affaires, par exemple, pour avoir une assurance? Encore une fois, comme je disais, je faisais référence au DG de M. Fagas, qui nous allions avec les banques. Nos partenaires directs, ce sont les banques. Et nous ne sommes pas, comme on dit en anglais, le primary risk taker. Nous ne sommes pas au devant du risque. C'est les banques qui connaissent le client, c'est eux qui mettent de l'argent frais. Donc, ils vivent le risque que nous autres qui sommes des soutiens. Ça va bien vous-même. Donc, une fois que le risque est déterminé et qu'il y a peut-être un certain gap, oui, que vous êtes du dernier panel la banque de la journée. ou la société qui est dans ce secteur peut s'adresser, peut sentir le besoin de se faire couvrir. Les banques souvent ont certaines limites qui ne peuvent pas dépasser pour ne pas affecter leur rating. Donc, dans ce cas, ils peuvent s'adresser à des institutions d'assurance pour se faire couvrir. C'est dans ce sens-là que ATIS travaille souvent avec les banques. Et aussi, non seulement ça, ça dépend du secteur. J'ai parlé du coton, par exemple, au Bénin. C'est un secteur de développement en ce qui nous concerne. Donc, ce secteur nous intéresse à deux petits. C'est un secteur qui crée de l'emploi et nous savons aussi que ça affecte la vie de beaucoup de Béninois dans le pays. Et là, nous sommes confortables de soutenir, j'allais dire, vaille que vaille, ce secteur. Merci, madame. Merci beaucoup. Mais du coup, comment est-ce que ça se matérialise, en fait, cet accompagnement directement au niveau des banques? Est-ce que, par exemple, c'est vous qui délivrez les confirmations aux banques par des lettres de crédit? Bon, dans un premier temps, ça dépend des besoins que ressentent les banques. Si une banque se dit que nous avons besoin d'une confirmation d'une banque internationale par rapport à une transaction donnée, la banque internationale, encore une fois, comme disait le DG de Fagas, la banque peut se sentir frileuse. Elle peut parler de la banque internationale et elle peut demander une couverture additionnelle. Dans ce cas, nous intervenons et nous ajoutons, bien sûr, avec une marge pour pouvoir nous couvrir aussi du risque que nous prenons. Voilà. C'est un peu à ce niveau-là ce que je peux dire en termes de... Maintenant, vous avez parlé des conditions, comme j'ai dit, les conditions, comme on dirait, c'est les bonnes pratiques. Il faut présenter les états financiers, il faut être en bonne santé, il faut être profitable, il faut qu'on sente que vous, comme on dit en anglais, you mean business, que vous voulez vraiment, vous croyez à votre entreprise et que vous voulez réussir. Quand on sent cela, on est prêt à vous accompagner. Comme on dit, les bonnes actions, tout le monde est prêt à suivre. Merci beaucoup, DG. DG NCA, comment est-ce que les assureurs IRD jouent un rôle dans le financement des entreprises? Alors, je dirais que le premier rôle que les assureurs IRD, donc accident, incendie, accident et risques divers, ce que j'appelais tout à l'heure assurance dommage, le premier rôle qu'ils jouent, c'est d'abord un rôle de protection. Un chef d'entreprise, M. Edmond Boussou le disait tantôt, il a pris le cas d'un gynécologue, je crois, qui acquiert un appareil d'échographie.
Alors, partant de ce même exemple-là, il acquiert l'appareil d'échographie et puis il ne l'assure pas. Alors que c'est cet appareil-là qui doit lui permettre de mieux faire son travail, de délivrer les bons diagnostics et évidemment d'assurer la notoriété de son cabinet. Sans assurance, il revient à zéro. Que ce soit par financement bancaire, et là il est même dans les problèmes parce qu'il continuera à payer le banquier alors que l'activité ne produit plus réellement. Et si c'est sur fonds propres, c'est peut-être, sans exagérer, peut-être la ruine, parce qu'il aura mis toutes ses économies dedans. Donc, cet appareil d'échographie assuré, lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il survient, on va dire, ou un des risques assurés, donc l'incendie, les bris de machines, les dégâts des eaux, les dommages aux appareils électriques, enfin, tout ce qui pourrait empêcher cet appareil de bien fonctionner et qui est dû à un accident. J'insiste là-dessus, on pourra peut-être en parler davantage, parce que l'assurance, la notion d'aléa est très importante. C'est un des conflits que nous avons avec notre clientèle. Donc, je ne dirais pas conflit, mais incompréhension. Et donc, dû à un accident, l'assureur intervient, permet d'acheter un nouvel appareil si le bien est totalement détruit, ou à minima permet de le réparer et donc permet à cette clinique-là ou ce cabinet de continuer le cours normal de ses activités. Alors, donc, rôle de protection, j'insisterai sur le rôle de protection parce que c'est vraiment, je dirais, le fondement du métier d'assureur. Nous sommes des preneurs de risques, nous accompagnons nos clients à faire face, dans mon propos de tout à l'heure, je disais, à faire face au coup du sort. Nous leur délivrons, au risque de me répéter, de l'assurance. Donc, le confort face aux événements de la vie. Alors, je donne un autre exemple pour le rôle de protection. Vous avez un chantier de construction. Vous obtenez un accompagnement bancaire pour monter un immeuble dans lequel vous voulez abriter les activités de votre entreprise. Un seul mégot de cigarette peut faire partie de cet immeuble-là. Vous êtes assuré, l'assureur intervient et vous permet de reconstituer votre bien, en tout cas de le reconstruire, et de vous permettre de continuer le cours normal de votre activité. Vous n'êtes pas assuré, c'est la faillite. Voilà. Deuxième rôle, le financement à proprement parler. M. Boussou l'avait dit tantôt, nous mobilisons de l'épargne, nous collectons des primes, que ce soit au niveau des assurances dommages, que les assurances liées à la personne. Nous collectons des primes et nous devons en faire quelque chose. Je vous épargne les détails techniques. Et généralement, nous les utilisons ou en dépôt bancaire, et donc forcément, les banques peuvent les utiliser pour faire des prêts aux entreprises et aux particuliers. Nous achetons également des titres, nous investissons sur le marché des obligations, sur le marché des actions également. Nous acquérons des titres de l'État, donc accompagnons, on va dire, la mobilisation de ressources pour que l'État puisse engager certains grands travaux. Et donc, je dirais qu'en matière de financement, c'est ce que nous faisons avec les primes que nous collectons. Généralement, les gens se demandent, mais les assureurs, ils gagnent beaucoup d'argent, ils font quoi? Ils font quoi avec l'argent qu'ils prennent? C'est ce que nous faisons. Nous vous accompagnons de manière indirecte dans le développement de vos activités à travers les banquiers, mais aussi sur le marché boursier et même, on va dire, en soutenant l'État dans ses actions de développement au profit des populations. Merci DG. Je vais donner un cas pratique et vous demander par exemple de nous donner des pistes. Je suis une société dans le domaine des équipements médicaux
Et donc, je bénéficie d'un financement auprès de ma banque. Et quand je vais auprès de cette banque, elle me demande des garanties. De façon claire, la première garantie qui est demandée, ce sont les prises d'hypothèque. Donc, il faut que je donne la preuve qu'au moins, j'ai, par rapport à mon infrastructure, que j'ai une maison que je peux mettre en garantie pour bénéficier de ce prêt. La maison a été mise on va dire en dépôt. La prise d'hypothèque a été validée, j'obtiens le financement, mais derrière cela, il y a des solutions d'assurance ou des contrats d'assurance qu'il faudrait que je contracte. De façon claire, quelles sont les solutions d'assurance donc IRD qui participent à sécuriser les prêts ou le financement de ces entreprises-là ou des infrastructures? Alors, le champ est très large en matière de solutions d'assurance. Je disais tantôt que l'assurance existe parce que les hommes ont des besoins. Vous acquérez un bien, vous faites l'acquisition d'un bien, il est soumis, on va dire, à plusieurs aléas. Si c'est une machine électrique, ça peut partir en fumée du fait d'un court-circuit. Au niveau des assurances, chaque maison d'assurance peut inventer, on va dire, je dirais son nom commercial ou son modèle, mais à la base, c'est une assurance de dommages aux appareils électriques. Si vous la souscrivez, nous vous permettons de reconstituer le bien ou d'en acheter un autre. Je vais partir même de façon plus basique, la voiture. Une entreprise acquiert une flotte de véhicules pour mener ses activités à bien. Généralement, en matière d'assurance automobile, ce que nous connaissons, c'est l'assurance responsabilité civile automobile obligatoire. C'est une assurance qui a vocation à indemniser les personnes à qui vous causez des dommages dans le cas de l'utilisation de votre véhicule. Mais quand vous la souscrivez, vous vous mettez en conformité avec une disposition réglementaire, la loi, on va dire. Mais vous souscrivez cette assurance, au cours de l'accident, votre bien, votre voiture est détruite. Si vous ne le remplacez pas, ça impacte négativement les activités. Vous devrez, lorsque vous rencontrez votre assureur, en plus de souscrire la RC automobile obligatoire, vous devrez souscrire une assurance dommage pour le véhicule. De telle sorte que, en cas de destruction de ce bien, l'assureur puisse vous le remplacer. Je disais tantôt que le champ est très large en termes de variété de garanties d'assurance. Le tout, c'est vraiment d'exprimer votre besoin et l'assureur a à charge de vous présenter les solutions dont il dispose. Elles peuvent se trouver avec lui. Si vous n'êtes pas satisfait, elles peuvent se trouver chez un confrère ou chez un concurrent. Le marché des assurances est un marché de grande compétition, mais généralement, lorsque votre besoin est un besoin assurable, j'insiste là-dessus, ça veut dire qu'il comporte un aléa, vous trouvez la solution auprès des assureurs. D'accord. Donc on va essayer quelque chose avant de monter sur le panel. J'avais essayé de récupérer auprès des différents entrepreneurs les besoins d'assurance qui leur est demandé systématiquement lorsqu'ils doivent bénéficier d'un prêt. Donc par exemple, je parlais de la prise d'hypothèque tout à l'heure. Lorsque je mets en garantie un bien immobilier, il y a une prise d'hypothèque, on me demande, il y a une assurance à mettre derrière cette maison, cet immeuble-là. Quelle est l'assurance, par exemple, qu'il faut souscrire? Derrière un immeuble qui est déjà construit, vous allez prendre, si c'est un immeuble d'habitation, une multirisque habitation. D'accord. Donc, dans la multirisque habitation, il est de façon basique, vous trouvez l'incendie, vous trouvez tout ce qui est bris de glace, vous trouvez tout ce qui est dégâts des eaux, vol, ainsi de suite. Si c'est un immeuble à exploitation industrielle ou commerciale, vous allez souscrire une multirisque professionnelle ou une multirisque dommage. Vous trouverez différents noms commerciaux auprès des assureurs
mais le fond est toujours le même. Donc, si c'est un immeuble en construction, c'est différent. Si vous voulez construire l'immeuble, vous allez souscrire tout risque chantier qui va garantir les risques qui pourraient entraver la bonne fin du chantier. Donc, depuis le début, on va dire l'installation sur le chantier jusqu'à la livraison du chantier. Donc, en fonction de l'usage que vous faites du bien, en fonction de, je disais tout à l'heure, de votre besoin, il y a une solution d'assurance qui existe et qui devra répondre aux besoins exprimés par le demandeur d'assurance. Tout à fait. Merci beaucoup, DG. C'est dans le même ordre, la même ordre d'idée. DG Sanlam avait parlé de l'indemnité décès sur sur les assurances à prendre dans le cadre du financement d'un prêt à obtenir auprès de la banque. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce type d'assurance-là, dans le cas des assurances vie? Quelles sont les solutions d'assurance vie qui participent à sécuriser les prêts? Il faut dire que d'abord, au niveau de la sécurisation des prêts, le banquier ne veut pas prendre de risques. Le banquier veut minimiser le risque complètement et donc va demander la souscription d'une assurance décès sur la tête du preneur de prêt et après demander la souscription d'une assurance sur le bien que vous voulez acquérir avec le prêt ou alors le bien meuble comme immeuble que vous voulez, disons, acquérir avec le prêt. Donc, je crois que le DG Agota l'a rappelé tout à l'heure, les assurances qu'il faut mettre sur ces biens-là pour les couvrir. Mais la première assurance, c'est l'assurance décès. Parce que si vous décédez, vous ne pouvez plus rembourser le prêt, il faudrait que l'assureur se substitue à vous pour continuer par payer l'encours du prêt. Donc, voilà ce que je peux dire. Mais l'assurance décès, ce n'est pas seulement une assurance qui est liée au prêt bancaire. L'assurance décès aussi, vous pouvez la souscrire dans le cadre de votre entreprise pour permettre à ce que lorsque un employé décède ou que n'importe qui décède, qu'il y ait un capital qui est servi à ses ayants droit pour permettre de continuer, permettre à la famille de continuer à vivre normalement comme si vous étiez vivant, oui, les autres. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur l'assurance décès. Mais je voulais revenir un peu sur ce qu'a dit le DG Agota par rapport à la protection, l'assurance en tant qu'instrument de protection. Ça, c'est vraiment bien résumé dans la citation de Henry Ford, qui disait que New York n'est pas la création de l'homme, mais la création des assureurs. Et qu'aucun ouvrier n'accepterait travailler à une telle hauteur s'il n'est pas sûr qu'il y a une assurance derrière. Et donc, cet industriel a mieux parlé du rôle de protection de l'assurance que nous-mêmes assureurs. Donc, ça se résume dans cette citation. Et c'est très important, c'est ce que nous vivons aujourd'hui à peu près dans une moindre mesure dans notre pays, avec les assurances sur la construction, les constructions de Sofitel, de 20 000 logements, de l'hôpital de référence, des routes asphaltées par ici, par là. Voilà. Donc, l'assurance, c'est la certitude. L'assurance, en fait, c'est une sorte d'assistance, une sorte de soutien. Voilà ce que je peux dire. Merci. DG Atiaka, dans l'intervention de votre institution au niveau des États, l'assurance des grands chantiers du gouvernement, de la mobilisation des fonds au démarrage même des chantiers, est un axe important pour vous. Quels sont les critères qui entrent en jeu dans le choix des projets? Alors, merci encore pour cette question. Mais il faut dire que, j'allais dire spécialement dans cette période, j'allais dire de pandémie Covid-19, on est beaucoup plus conservatif. Et là, notre approche, c'est disons, de financer les priorités de l'État. On essaie de ne pas recevoir toute forme
toutes sortes de requêtes de financement du secteur public, on s'en remet à l'État. Parce que peut-être qu'il y a un élément qu'il faut que j'explique par rapport le fait d'être membre de ATI et TIACA, c'est que quand vous êtes membre, disons que vous bénéficiez d'un financement spécial. Comme nous, on a un statut de préférence, c'est-à-dire en cas de souci, en cas de problème, nous sommes les premiers à être remboursés, j'allais dire au même titre que les banques de développement comme la BAD, la BOAD, on a pratiquement les mêmes statuts. Donc, dans ce cas spécifique, lorsque nous avons un projet public, on préfère d'abord s'en remettre à l'État, parce que comme je dis, l'État met, c'est comme une cotisation, l'État met un fonds au niveau des ATI, et ce fonds est du triplé en termes de financement de projet. Je prends un exemple, si l'État, la valeur de ses actions sont 100 millions, on peut leur donner 500 millions de couverture. Okay. Vous voyez, dans ce cas, donc, il y a un avantage énorme à devenir membre. C'est pour ça que la plupart, là, le Sénégal veut devenir membre, mais on a pratiquement signé les accords. Je veux dire qu'il y a un avantage à être membre, et quand l'État vient vers nous, par exemple, on a un certain nombre de projets qui viennent du gouvernement du Bénin, mais on ne peut pas le regarder automatiquement si nous n'avons pas, comme on dit, la non-objection de l'État du Bénin, par exemple. La non-objection. C'est-à-dire qu'ils donnent leur feu vert, c'est qu'on traite ce dossier. Parce que, comme on dit, on a une fois, il y allait mettre ça entre guillemets ou bien entre parenthèses, une sorte de garantie de l'État qui est leur quote-part dans leur participation dans notre assurance. Et donc, pour qu'on l'engage dans l'opération de financer ce projet, il faut qu'ils donnent leur accord. Vous voyez, disons que le ministère de l'Équipement qui s'adresse à nous pour un financement donné de, disons, 10 milliards, nous n'allons pas le prendre automatiquement, nous allons nous référer, j'allais dire, bon, en parlant au ministère des Finances, qui est le financier de l'État, qui va voir si ça rentre dans leurs objectifs, avant que nous, on ne le regarde. Et c'est à partir de là qu'on commence à demander, bon, en général, il n'y a rien à demander, en quoi qu'on dise, parce que souvent, c'est des financements qui sont faits par les banques. Donc, les banques ont besoin d'une sorte d'assurance. Et donc, l'État peut dire, bon, voilà, ETIACA va assurer pour qu'il bénéficie d'une marge assez raisonnable, qui peut être soutenue par l'État en question. Pour avoir été membre. Voilà, c'est en gros, hein, il y a trop de détails, il y a le truc de réassurance, les treaties, il y a pas mal de choses qu'il faut regarder. Mais en gros, c'est comme ça se passe. Quand vous êtes membre, tout projet public doit être cautionné d'abord par l'État en question. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pamela, avant de passer à la dernière phase de questions, je voudrais que... je voulais parler parce que je voulais demander s'il y avait des questions d'abord. Parce que nous avons épuisé le temps, malheureusement. D'accord. Donc là, c'est des questions. En 1 minute. En 1 minute, je vais donner la parole à DG Abouta. C'est dommage qu'on ait épuisé le temps, mais je voulais insister sur un aspect. Tout à l'heure, lorsqu'on parlait des assurances de l'entreprise, on a beaucoup insisté sur les biens et éventuellement les responsabilités à travers l'assurance automobile et tout ça. Même la responsabilité, on va dire, de l'entreprise dans le fonctionnement de ses activités. Il y a un aspect sur lequel j'aimerais insister, c'est l'assurance du capital humain, l'assurance des hommes, puisque, comme vous le savez, la première richesse d'une entreprise, c'est la qualité de ses hommes. Elle peut avoir les meilleurs ordinateurs, le plus joli bâtiment, les meilleures voitures. Si elle n'a pas les hommes et les femmes qui sont capables d'adresser, on va dire, les enjeux, elle va échouer. Et en la matière, on a ce qu'on appelle l'assurance maladie, que tout chef d'entreprise avisé, on va dire, devrait souscrire au profit de son personnel.
Parce que si la personne a une tête et qu'elle est malade, elle ne pourra pas délivrer du résultat. Et donc, aujourd'hui, il y a pas mal de solutions d'assurance, on va dire, sur la place, en matière de maladie, pour permettre justement aux chefs d'entreprise d'accompagner efficacement l'élément le plus précieux de son business, à savoir l'homme. Je tenais à insister là-dessus parce qu'il y avait une très forte tendance assurance des biens tout à l'heure. Voilà ce que je voulais donner comme précision. On pourrait s'étendre davantage, mais bon, on va s'arrêter là. Je vais demander quand même la permission à Bernard de nous accorder 5 minutes pour demander au public s'ils ont des questions. Bien sûr. Merci. Bien sûr, Madame Vaudournou, je vais demander à la technique de réactiver mon micro. Je pense que c'est bon. Nous allons donc recevoir 2 questions des participants. Si vous avez des questions, des préoccupations par rapport au thème, et pourquoi pas aussi des apports. Hein. Madame? Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Nicole Labité. Parler d'assurance, c'est bien, mais quand il s'agit, quand on est face au sinistre, quand on voit le montant qu'on nous donne comme dédommagement, sincèrement, pour la plupart du temps, c'est comme si on se sent grugé. Pourquoi est-ce qu'au moment où on nous fait des propositions d'assurance, on ne nous dit pas par rapport à tel sinistre, tu aurais tel montant, pour qu'on puisse savoir, s'attendre, savoir ce à quoi s'attendre effectivement. Parce que, par exemple, quelqu'un peut faire un accident, c'est peut-être 3 ans après, ou bien peut-être, j'exagère, 1 an après, quand il s'est déjà soigné lui-même, qu'on lui donne quelque chose. Mais sincèrement, ce qu'on donne, quand on entend pour la plupart du temps, c'est comme si c'est insignifiant par rapport à ce que la personne a cotisé. Donc, je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'on ne nous donne pas le détail de ce à quoi on va s'attendre quand les sinistres, les différents sinistres vont... Voilà, merci. Bonsoir. Moi, c'est Clarisse Serotamou de l'entreprise Pivotech One. Et tout à l'heure, au cours de vos différents échanges, vous avez parlé beaucoup plus de sinistres liés aux immobilisations corporelles. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du digital et il y a beaucoup d'entreprises qui conçoivent des solutions qui sont digitales. J'aimerais savoir la place des assurances face aux différentes solutions digitales qui sont conçues. Parce que tout à l'heure, le panel qui est passé a parlé beaucoup plus de cybercriminalité. C'est une réalité. Et nous qui sommes dans ce domaine, qu'est-ce que vous nous garantissez? Merci. Je pense que c'est bon pour les questions. D'accord. Donc, je vais donner la parole au président de l'Association des sociétés d'assurance du Bénin. Je voudrais commencer par la première question pour dire que aujourd'hui, aucun assureur ne peut faire 2-3 ans avant de régler un sinistre. C'est peut-être l'ignorance des tests du côté des assurés qui font que l'assureur peut abuser de cette façon. Parce que le délai maximum qui nous est imparti pour régler un sinistre, fût-il corporel ou matériel, c'est 1 an. En cas de décès, c'est même 8 mois. C'est écrit noir sur blanc dans le Code des assurances. Et donc, mais il faut que vous-même vous fournissiez ce qu'il faut fournir. Parce que les 1 an ou les 8 mois sont datés de la date de l'accident, mais il faut donner tous les documents qu'il faut. Si vous n'avez pas fait un conseil de famille ou que quelqu'un passe derrière pour venir dire à l'assureur que nous, on n'est pas d'accord avec ça, n'attendez pas ce que l'assureur puisse payer. Et ce que je voudrais dire à l'auditoire, c'est que quand on vous remet une police d'assurance, lisez bien votre police d'assurance. Tout part de là. Tout part de là. Parce que lorsque vous souscrivez à une assurance automobile, par exemple, ce qui vous préoccupe, c'est l'attestation que va requérir l'agent de police en cours de route. Une fois que vous avez l'attestation en main, que vous mettez dans votre voiture,
ou que vous avez le certificat apposé sur votre pare-brise, allez, ça y est, on y va. Mais le test de police qu'on vous a remis, vous ne lisez pas. Et là, en cas d'accident, c'est en ce moment que vous vous prêtez aux questions de l'assureur et vous pensez que l'assureur vous a trompé. Alors même que le test de la police qu'il vous a remis au départ, vous ne l'avez pas lu. C'est pareil. Aujourd'hui, vous faites abonnement à la SB2E ou à la SONEB, ils nous remettent aussi des polices que nous ne lisons pas. Partout où il y a des polices qu'on vous remet pour la souscription de quoi que ce soit, lisez correctement votre police, notamment dans les assurances. Parce que la police d'assurance comporte bien des obligations et des droits de chacune des parties. Et donc, si vous ne lisez pas correctement, et en cas de sinistre, il y a par exemple des événements qui sont exclus de votre police, qui sont à l'origine du sinistre, l'assureur va vous refuser le paiement. Et vous allez dire que vous avez été trompé. Alors que c'est vous-même qui n'avez pas bien lu, c'est un événement bien exclu dans la police que vous n'avez pas lu auparavant. Donc, moi, je vous invite à bien lire votre police. Et maintenant, lorsque vous lisez votre police et que vous faites une déclaration de sinistre auprès de l'assureur, fournissez les pièces qu'il vous demande. Si vous fournissez toutes les pièces et que vous n'êtes pas satisfait, il y a bien des délais dans le code des assurances qui obligent l'assureur à vous payer. Et il y a des gens qui sont là pour vous aider à recouvrer vos prix, à recouvrer vos indemnités jusqu'au dernier copec. Maintenant, par rapport à la deuxième question, je dirais que les assureurs ont des solutions pour le digital. Nous avons beaucoup de solutions. Pour le digital, nous avons jusqu'à l'assurance des cyber-risques. L'assurance des cyber-risques, lorsque votre système d'information est attaqué ou qu'on a utilisé frauduleusement votre système d'information pour vous soutirer de l'argent ou quoi que ce soit, ou qu'on est rentré dedans par malveillance, tout ça, c'est couvert au titre d'une assurance. Nous avons des solutions. Je vous demanderai de vous rapprocher de nous. Le temps qui nous est imparti est fini, mais rapprochez-vous de nous. Nous avons des solutions pour le digital, et beaucoup de solutions d'ailleurs. Monsieur Bossou le disait tantôt, vous avez un sinistre, vous devez fournir des pièces. N'oubliez pas, le contrat d'assurance, c'est un contrat, donc c'est à une base juridique. Je ne reviendrai pas sur ce qu'il a dit, vous devez fournir les pièces. Plus vous tarderez à fournir les pièces, bien entendu, plus le délai sera long. Aussi bien sur cette assurance que pour bien d'autres assurances, je parlais de l'assurance maladie tout à l'heure, si vous avez une carte d'assurance santé, que vous arrivez dans le centre de santé, mais que vous ne remplissez pas les documents qu'on demande de remplir pour jouir de la prestation, le prestataire qui vous reçoit pour le compte des assureurs va délivrer la prestation de façon inefficace et vous allez vous plaindre. Vraiment, retenez une chose, cher public, l'assurance est un service où vous avez, on va dire, plein pied dans la qualité du service auquel vous avez droit. Parce que vous avez des devoirs que vous devez également remplir. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas seul face aux assureurs. C'est un métier, je le disais, réglementé, parce qu'il paraît complexe. La loi a prévu des intermédiaires en assurance. Comme quand vous allez devant la justice, vous ne maîtrisez pas les thèmes de la justice, vous faites appel à des avocats. Il y a ce qu'on appelle l'intermédiation en assurance. Il y a des courtiers d'assurance, il y a des agents généraux d'assurance, il y a des conseillers en assurance qui vous accompagnent, qui parlent le même langage que nous et qui sont en mesure de mieux adresser que vous les différentes difficultés que vous pourriez rencontrer dans la jouissance des prestations d'assurance. Et si, malgré tout cela, vous êtes insatisfait, il y a le mécanisme de médiation dans l'industrie des assurances. Nous avons une autorité de tutelle, c'est le ministère de l'économie et des finances. Et au niveau du ministère de l'économie et des finances, il y a la direction des assurances
si vous n'êtes pas content d'un assureur et que vous avez déjà essayé toutes les voies de recours, écrivez au directeur des assurances, dites « j'ai tel type de difficulté », il nous interpellera et on se justifiera. Si nous avons tort, eh bien, on nous contraindra à vous à respecter vos droits. C'est-à-dire que les mécanismes sont tels que vous ne pouvez pas sortir perdant si tant est que vous avez souscrit le bon contrat qui correspond à votre besoin. Voilà ce que je voulais compléter. Merci DG pour cette ouverture d'esprit. C'est vrai que sous nos cieux, c'est un peu rare d'avoir des assureurs qui nous disent voilà là où vous pouvez aller vous plaindre aujourd'hui parce que vous en avez droit. Déjà, est-ce qu'on peut considérer que c'est votre mot de fin ou je vous demanderai de dire un mot au nom de NTIA Assurance? Si tu me demandes de parler de NTIA Assurance, de là, on ne va pas quitter ici. Donc non, c'est juste remercier M. Wanou et toute l'équipe, toi-même et l'ensemble des organisateurs. C'est une belle initiative, le BIF, et nous espérons en tout cas qu'elle sera pérenne. Et au niveau des sociétés du groupe NTIA au Bénin, donc on en a 3. Oui. 2 assureurs, l'assurance dommage que je représente ici, l'assurance des personnes à travers NTIA Vie, et puis la banque, l'ex-Diamond Bank. Donc aussi, au niveau des sociétés du groupe NTIA, ce sera toujours un plaisir pour nous d'accompagner le BIF. Merci, en tout cas, merci beaucoup. Monsieur Touré Moussa, quel est votre dernier mot? Merci madame, merci de m'avoir reçu sur ce panel. Je voulais simplement dire que ça a été, disons, une bonne occasion pour nous de nous exprimer un peu, de dire de quoi ce que nous faisons, et nous espérons que le secteur privé ne va pas hésiter à venir vers nous, car nous avons plein de solutions, de produits pour répondre à vos besoins, que ce soit les entreprises, même les petites et moyennes entreprises. Hein. Nous avons des solutions et que nous sommes prêts à vous assister. On a un website, vous pouvez le consulter à tout moment. Nous, nos bureaux sont à Kadjeoun, vous pouvez nous voir aussi. On va vous donner les informations qu'il faut. On est dans le site du ministère des Affaires étrangères. Vous avez toutes les coordonnées qu'il faut. Et vraiment, j'ai été heureux d'échanger avec vous. Merci. Et nous sommes là pour vous. Merci. Merci DG. DG Bossou, pour finir. Oui, merci. Je voudrais aussi remercier la Fondation Wanou pour nous avoir invités à participer aux 4e édition du BIF. Merci à la Fondation Wanou. Avant d'être président des assureurs, je suis DG de Sanlam, qui est un groupe financier très puissant que vous connaissez très bien. Nous sommes présents dans 33 pays africains. Et nous avons des solutions pour tous les nouveaux risques qui naissent aujourd'hui dans notre pays, à savoir le cyberattaque. Nous avons un produit béton, nous avons un produit aussi pour l'assurance crédit. C'est très rare. Nous garantissons tous les fournisseurs du Bénin par rapport à leurs clients. Et donc, ce sont de nouveaux risques. Nous avons la responsabilité civile des mandataires sociaux. Aujourd'hui, les administrateurs n'ont plus de risques à craindre. Nous pouvons les garantir et payer toutes les conséquences de leurs actes au niveau des sociétés qu'ils dirigent. Merci beaucoup, merci à vous. Je crois que nous soutenons le BIF et merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, chers directeurs généraux, pour vos contributions. Merci beaucoup, Madame Fifamem Vodounou, pour votre modération. Merci. On les raccompagne, mesdames et messieurs.